l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle année 2026. Du sourire, du local et de belles ondes à partager. Bonne année! Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Détendez-vous, installez-vous. Votre parenthèse beauté commence maintenant avec Anaïs sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce premier numéro de l'année, donc de la parenthèse beauté sur Radio Grand Lac. Et je voulais surtout vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Donc je vous souhaite du bonheur, de très bons moments de partage et puis surtout la santé. Alors, on démarre cette nouvelle parenthèse avec une invitée inspirante et passionnée, Virginie Pluis, qui est la fondatrice du laboratoire Cosmetalp. Bonjour Virginie. Bonjour Anaïs. Comment ça va ce midi ? Ça va très bien, ça va, oui. Tu as passé de belles fêtes ? De belles fêtes, un peu avec la grippe, mais de belles fêtes en famille. Bon, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de voilà qui tu es, ce que tu fais, et on va essayer d'approfondir un petit peu le sujet de la beauté au sein de ton laboratoire. Ok, alors donc Virginie, alors moi j'ai un diplôme en chimie et formulation cosmétique, donc dans le thème en tout cas. J'ai travaillé pendant 12 ans dans une usine qui fabrique des produits cosmétiques, un sous-traitant pour différentes marques de cosmétiques. J'avais en charge le laboratoire, donc c'est-à-dire le développement des produits, toute la partie réglementaire aussi, et la transposition industrielle, des formules qu'on développait en interne, mais aussi de toutes les formules de nos clients externes, et en parallèle aussi un peu de gestion de la qualité. Donc voilà, très complet pendant toutes ces années, très formateur. Et depuis 4 ans, donc j'avais envie d'accompagner différemment les clients dans la cosmétique avec un accompagnement global et personnalisé. Et j'ai fondé le laboratoire Cosmetalp, donc qui se situe sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Et j'accompagne donc des marques de cosmétiques existantes qui n'ont pas leur propre laboratoire, mais également des porteurs de projets et des fournisseurs d'ingrédients, donc dans le développement de leurs formules cosmétiques. Super. Et du coup, donc toi, comment cette aventure-là a démarré ? Est-ce que tu as toujours eu envie d'être, tu vois, ton propre patron, ou est-ce que tu as, je sais pas, eu un exemple autour de toi où tu t'es dit que ou simplement c'est venu à toi, tu t'es dit peut-être, pourquoi pas moi, et monter ma propre structure après toutes ces années, c'est vrai que 12 ans en tant que responsable de labo, est-ce que le cheminement s'est fait tout seul ? Comment ça s'est passé pour toi ? Oui, c'était plutôt une évidence, pas forcément une volonté de l'entrepreneuriat à l'origine, mais plutôt un constat à la fin de ces années de découvrir des marques hyper inspirantes qui avaient envie de se lancer dans la cosmétique, qui n'étaient pas forcément des gens originaires du domaine de la cosmétique, mais qui avaient besoin vraiment qu'on les accompagne sur le long terme du démarrage du projet jusqu'à l'industrialisation, et qui avait besoin de quelqu'un en permanence, et je sentais que ça, dans la structure dans laquelle j'étais, je pouvais pas l'apporter de cette façon-là. Et voilà, c'était cette évidence de se dire je peux externaliser la partie laboratoire, formulation, pour vraiment répondre de façon personnalisée à chacune des demandes des clients, qu'elles soient sur la partie développement, mais je fais aussi d'autres accompagnements, et dans le domaine de la cosmétique en tout cas, c'est comme ça que l'idée est venue, et les marques maintenant ont plus envie aussi de sortir finalement la partie développement de tout le processus de fabrication d'un produit. Voilà. Super. Et alors effectivement, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de cette mission de 12 ans que tu as effectuée à l'époque. Alors je vais faire une petite aparté sur notre rencontre à cette époque-là. Donc moi, j'avais la marque Éclat Alpin.
donc une marque de cosmétiques que j'ai développée à l'époque, il y a quelques années en arrière, et j'ai rencontré Virginie sur le développement des formules au tout début, parce que je cherchais un laboratoire qui pouvait produire en fait dans la région. Et c'est là où tout a commencé avec moi mes recherches extrêmement spécifiques, avec des ingrédients bio locaux, avec des producteurs vraiment engagés. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément ces critères-là, et puis c'était pas évident de trouver des producteurs qui soient labellisés, qui soient avec EcoCert, avec des quantités qui puissent répondre aussi à des besoins de production pour la suite. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait cette grosse tendance de fond qui s'est complètement développée depuis. Et alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir aussi nous partager ça, mais les tendances en termes de cosmétiques, justement, je pense que tu vas plus vers des demandes en termes de naturel, de bio, de certification, d'ingrédients avec une traçabilité, qu'on puisse avoir vraiment cette savoir d'où provient l'ingrédient qu'on va mettre sur notre peau, ou en tout cas qu'on va appliquer aussi à nos enfants. J'imagine que ce sont des demandes que tu as en termes de cahier des charges. Exactement. Alors la naturalité, c'est même finalement un prérequis indispensable. On me le demande plus, c'est une évidence. En tout cas, moi, c'est aussi ma charte dans le développement et dans l'accompagnement de formuler plus naturel, parce qu'on a quand même pas mal de choses à notre disposition maintenant. Et après... sur les recherches, effectivement, il y a quelques années, c'était encore assez anecdotique, mais là, on se retrouve avec des besoins. On va chercher, en tout cas dans le sourcing des ingrédients, des ingrédients au-delà de la naturalité plus responsables. Donc, on peut essayer d'utiliser la valorisation de coproduits, par exemple. On recherche aussi des méthodes d'extraction qui sont plus vertueuses. Oui, je pense que tu en as une en tête autour du café, je crois. Oui, effectivement, dont on pourra parler. Donc une extraction effectivement de coproduits là, et avec une extraction au CO2 supercritique. Un projet sur lequel j'ai travaillé, et en fait on essaye aussi. En fait, c'est ça la cosmétique. Ce sera peut-être une question, mais c'est aussi pour ça que ça me plaît, parce que c'est sans cesse dynamique, et on cherche à innover en se challengeant pour pouvoir apporter des réponses à chaque fois plus respectueuses de l'environnement, plus engagées en tout cas. C'est ce que les marques demandent, c'est ce que les consommateurs demandent aussi. Donc on continue à évoluer sur ce domaine-là, en tout cas sur le choix des ingrédients dans les nouveaux projets. Et c'est aussi pour ça que je me suis positionnée, parce que ça représente un travail en amont qui est assez important quand on développe un produit cosmétique, toute cette phase de recherche d'ingrédients. Et c'est aussi dans la solution que je propose d'accompagner mes clients dans cette recherche d'ingrédients innovants, avec un sourcing durable, qualitatif, qui répondent à tout ça. Est-ce que tu peux nous citer des matières premières ou des ingrédients innovants ? Est-ce que pour les auditeurs, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple comme on va dire ingrédient innovant dans une crème cosmétique, ou dans un soin pour le corps, ou dans un soin capillaire, qui pourrait être innovant, en tout cas qui a le vent en poupe là en ce moment? C'est plutôt ça. Alors, il y a aussi des tendances, comme dans pas mal d'autres domaines. La cosmétique en fait partie. On est revenu aux essentiels. On boudait certaines matières il y a quelques années, et on y revient. Je pense à l'acide hyaluronique. Alors après, les modes d'obtention, c'est innovant plutôt dans la façon dont on les obtient maintenant, avec des procédés qui sont plus naturels. Donc voilà, on revient aux essentiels parce qu'on sait que ça fonctionne, et ça rassure aussi les consommateurs. Et après, on va chercher donc sur l'innovation, par exemple. Donc je parlais de coproduits. Alors ça fait très longtemps que dans la cosmétique on utilise des coproduits. Quand je parle de coproduits, c'est des déchets d'une autre industrie, par exemple de l'industrie alimentaire. Depuis des dizaines d'années, on utilise en cosmétique des noyaux broyés pour faire des exfoliants, des noyaux d'abricot, de la coque de coco, plein de choses broyées. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est l'utilisation de coproduits, et ça existe depuis longtemps. Maintenant, on en utilise en allant chercher, par exemple, récupérer
les eaux issues de l'industrie des jus de fruits pour en faire des eaux actives pour remplacer une partie de l'eau qu'on utilise dans les produits cosmétiques, sachant que l'eau est quand même l'ingrédient numéro 1 dans la plupart des formulations cosmétiques aqueuses. Et c'est un réel problème finalement que d'essayer de diminuer sa consommation. Voilà, donc ça peut être des eaux actives et puis on a des ingrédients un peu plus fonctionnels aussi issus de coproduits marins par exemple. Enfin, j'ai pas mal d'exemples. On a ça et puis après on va essayer d'utiliser en termes d'actifs innovants beaucoup d'actifs issus de la biotechnologie, c'est-à-dire que on va pas aller puiser les ingrédients naturels dans des ressources extérieures qui sont justement pas inépuisables. Là, on va essayer de travailler sur de la culture cellulaire végétale, par exemple, pour essayer de reproduire certains ingrédients, en tout cas certaines cellules actives naturellement présentes, pour essayer de retrouver des fonctions et puis de les utiliser comme des ingrédients actifs. Et sur ces biotechnologies, on a l'avantage de maîtriser les procédés et donc d'avoir une vraie reproductibilité sur les actifs et une qualité qui reste constante avec une activité, voilà, des véritables bienfaits aussi qu'on attend maintenant parce que c'est pas parce qu'on veut de la naturalité qu'on ne veut plus de performance dans les produits cosmétiques. Donc, il faut pouvoir allier les deux. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un actif cosmétique ? Parce que c'est vrai que pour les auditeurs, je pense que ça peut être important d'expliquer voilà, le rôle d'un actif en cosmétique. Donc c'est un des ingrédients de la formule, souvent même les ingrédients, un ou plusieurs en fonction des formules, les ingrédients phares qu'on met en avant. Et ce sont des ingrédients qui apportent une activité au produit qui permet d'avoir ce qu'on appelle les allégations. Donc sur un produit cosmétique, on peut retrouver différentes allégations assez classiques comme hydratant, apaisant, nourrissant, voilà, ce genre de choses. Et puis d'autres allégations qui sont plutôt liées à l'anti-âge, raffermissant, voilà, éclat, ce genre d'allégations. Et c'est grâce à l'ajout d'actifs qu'on peut obtenir, qu'on peut en tout cas revendiquer ces différentes allégations. Donc c'est ils peuvent être de diverses origines, les actifs. Du coup, on parle de naturel. Effectivement, c'est ça qu'on met en avant. Mais on peut avoir maintenant je parlais de l'acide hyaluronique, mais on essaye aussi de travailler avec du collagène light, puisqu'on n'est pas sur du collagène marin ou humain, encore moins humain, mais en tout cas, sont ce genre d'actifs qui apportent toutes les propriétés à la crème qu'on souhaite. Donc les actifs peuvent être aussi des huiles végétales. Si on recherche le côté nourrissant, certains sont reconnus pour avoir différentes propriétés. Voilà, les actifs, on les choisit en fonction des propriétés qu'on souhaite donner aux produits cosmétiques. Voilà. Et comment ça se passe alors quand on a envie de développer un produit ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes ? C'est vrai que ça peut donner envie à certaines personnes je sais pas, à des médecins, ça peut être à des pharmaciens, à des coiffeurs, que sais-je, à des dermatos aussi, de lancer leur propre ligne de produits cosmétiques par rapport à un besoin spécifique. Comment ça se passe ? Donc, imaginons que je souhaite lancer une gamme. Comment je t'appelle ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez long comme processus et c'est vrai que c'est une des premières choses qu'il faut penser à dire, surtout quand la personne n'est pas issue de ce domaine. Comme je disais, toutes les personnes que tu as citées qui connaissent pas forcément le milieu. Donc c'est assez long. Il faut prévoir, en tout cas quand on fait un développement sur mesure, au moins 1 an à 1 an et demi minimum entre le début du projet et la mise sur le marché des produits. Oui, alors quand tu dis sur mesure, il y a deux possibilités. Et on a soit sur mesure, soit des formules qui sont déjà existantes. Voilà, c'est ça, qui sont des marques blanches. Donc là, c'est quelque chose, c'est
c'est une réponse que je n'apporte pas dans le sens où j'ai vraiment créé ce laboratoire pour faire de l'accompagnement personnalisé. Par contre, j'ai beaucoup de partenaires industriels qui ont des formules blanches, et quand c'est un souhait, c'est-à-dire que la formule blanche, on prend une formule catalogue qu'on peut un petit peu personnalisé dans certains cas, avec un parfum spécifique, un actif aussi qu'on souhaite revendiquer. Mais le reste de la formule ne changera pas. Il est existant, il appartient au laboratoire et il est proposé pour être mis sur le marché de cette façon-là. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus... en tout cas, un produit qui sort beaucoup plus rapidement sur le marché. Et effectivement moins coûteux aussi, puisqu'il n'y a pas les coûts liés au développement de la formule, et les coûts de test sont réduits dans certains cas s'il n'y a pas de personnalisation de la formule. Oui, mais alors le désavantage, c'est que cette même formule peut se retrouver ailleurs. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un vrai choix. Qualitativement, les formules blanches, moi, je remets... il n'y a aucune remise en cause de ça, mais effectivement, sur le côté unique, la différence est là. On freine aussi peut-être un caractère un peu innovant pour aller chercher certains ingrédients qui n'ont pas encore été testés, sur certains procédés aussi, mais en tout cas en termes de qualité, on a quelque chose de très bien pour être mis sur le marché. Par contre, on n'a pas quelque chose d'unique. Donc c'est là où on propose de la formulation, ce qu'on appelle à façon ou sur mesure, ou à partir d'un cahier des charges. Donc je disais, ça dure 1 an et demi minimum. Ça c'est quand tout se passe bien. Et en fait, on part d'un cahier des charges qu'on construit pour le produit qu'on veut développer. Et on suit toutes les étapes jusqu'à la mise sur le marché. Et donc la première étape, je parlais de ce cahier des charges, elle est très importante parce qu'elle permet vraiment de situer le produit qu'on attend. Donc dans ce cahier des charges, on y met beaucoup de choses, ce qu'on attend en termes de texture, parce que avec un peu plus de précision, puisqu'une crème, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, en tout cas pour un laboratoire et pour un consommateur. Ce qu'on attend en termes d'allégations, pour pouvoir justement choisir les actifs, on en a parlé tout à l'heure, pour choisir les actifs adaptés à ce qu'on aimerait revendiquer sur le produit, mais aussi ce qu'on veut comme emballage pour que la texture soit adaptée à l'utilisation. Des notions de coût, évidemment, pour qu'on soit sûr que le produit, en tout cas le coût de formule, soit en cohérence avec le positionnement du produit. Et puis tout un tas de réponses réglementaires, dans quel pays on veut vendre le produit pour appliquer la bonne réglementation. Voilà, il y a énormément de choses en tout cas, mais plus il est complet, moins en fait on reviendra en arrière, arriver à certaines étapes. Si on a vraiment précisé dans le cahier des charges qu'on souhaite une cible pour peau sensible, par exemple, on intégrera des tests adaptés aux peaux sensibles pour que cette allégation puisse être revendiquée. Donc c'est vraiment important de mettre un maximum d'informations, en tout cas pour une personne qui veut développer un produit. C'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois, en tout cas aux porteurs de projets qui n'ont pas l'antériorité sur le développement produit. Et donc après, il y a la première phase qui est, en tout cas moi, celle que je préfère, qui est celle de rechercher les différents ingrédients. Donc d'abord, par rapport à une forme galénique, si on nous dit je veux une crème, ou une huile, voilà. Donc on cherche des matières, ce qu'on appelle fonctionnelles, qui vont constituer finalement la texture du produit. Et puis après, on cherche tout ce qui est matière, additifs obligatoires, bien entendu, conservateurs, stabilisants, ce genre de matière. Et puis les ingrédients actifs. Et là, ça ouvre le champ des possibles parce que vraiment dans la cosmétique, il y a un travail énorme fait par les fournisseurs sur des ingrédients actifs, sur des nouvelles propriétés. Voilà, donc il y a toute une phase de recherche et puis après on passe à l'étape de formulation, vraiment à proprement dit, qui est l'étape de mise en œuvre de tous ces ingrédients pour créer un produit qui sera caractérisé par la fonction qu'on attend de lui au départ. Donc cette phase-là peut durer, c'est celle-là qui est la plus variable finalement parce que c'est celle qui est la plus soumise aux inconnus, de trouver les ingrédients qu'on souhaite, d'obtenir une formule qui plaît au client, qui soit stable aussi, sûre pour le consommateur. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir une formule stable ? C'est de se dire que la formule sera utilisable dans le temps par le consommateur dans des conditions, on parle de conditions normales d'utilisation, donc c'est-à-dire que la crème ne déphasera pas
Donc, on verra pas en surface un peu d'huile, par exemple. L'odeur sera toujours la même dans le temps, la couleur, ce genre de critères. En tout cas, que la sensorialité et l'usage du produit ne soient pas détériorés dans le temps. Donc, c'est ça qu'on mesure quand on fait des tests, ce qu'on appelle des tests de stabilité. Donc ça va être la deuxième étape. Et ça, c'est la deuxième étape. La formule parfaite qui convient bien, qu'on adore, avec la bonne, parfum olfactif. On va avoir bon parfum, bonne texture. Galénique. On va tester ça pendant plusieurs mois. C'est ça. On va voir l'évolution de la formule, donc comment ça se passe. Et puis ensuite, on va regarder toute la partie aussi toxicologie. Et il y a d'autres tests qui s'enchaînent. Voilà. Oui. Tu connais bien le sujet. On voit que tu as été dedans. Exactement. Alors, il y a toute la partie test qu'on appelle stabilité liée à la formule. Donc oui, les tests de stabilité dont on vient de parler. On fait aussi des tests de compatibilité parce que c'est important de savoir que la formule est adaptée à l'emballage dans lequel on la mettra. Donc, c'est à peu près les mêmes tests que pour la stabilité, mais dans son emballage définitif. On s'assure aussi que le produit sortira bien de son emballage. Ça paraît simple, mais c'est important. Effectivement, si on a envie d'utiliser un packaging qui soit extrêmement innovant, avec de la coquille d'huître ou avec des choses assez innovantes, des fois, on a ce côté très innovant qui va peut-être déteindre sur la formule elle-même à l'intérieur de ce nouveau packaging. Donc, en fait, il va falloir retravailler, retrouver, refaire des tests, etc. Donc, c'est là aussi où ça peut être long. Ça peut être long. Et c'est pour ça que 1 an et demi, en fait, on a l'impression que c'est super long, mais en fait, toutes ces étapes sont extrêmement nécessaires à la mise sur marché d'un produit. C'est ça. Exactement. Innovation égale inconnu, puisque ça n'a pas forcément été testé. Donc, il y a aussi des combinaisons d'ingrédients qu'on n'a encore jamais testés. On ne peut pas finalement savoir sans ces tests de stabilité comment vont réagir les ingrédients entre eux. Est-ce qu'ils vont être toujours compatibles au bout d'un certain temps, dans certaines conditions. Et effectivement, l'emballage a un gros enjeu de la cosmétique aussi. On innove avec des matériaux recyclés, plus recyclables, renouvelables, mais avec beaucoup aussi de paramètres qu'on ne connaît pas, pour lesquels on n'a pas de recul. Donc, ces tests stabilité sont vraiment la première étape importante et on peut être amené à cette étape à revenir à l'étape de formulation précédente si certains des critères ne sont pas validés. Exactement. Et puis, on a la troisième étape en termes d'industrialisation. Oui, après tous ces tests. Donc après, là aussi, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi compliqué, effectivement. Après toute la phase de test, et tu disais d'évaluation toxicologique, parce que c'est aussi important en parallèle des tests, les formules sont évaluées par un toxicologue. On fait ce qu'on appelle une évaluation de la sécurité du produit. Oui. Donc c'est un document indispensable et obligatoire pour la mise sur le marché d'un cosmétique. Donc ça c'est aussi très important d'un point de vue réglementaire. Et une fois qu'on a tout ça, on passe à ce que j'ai cité au début, la transposition industrielle. Donc, c'est vrai que la transposition industrielle, c'est de passer de l'étape laboratoire, fabrication en petite quantité, à l'étape gros volume, sur des outils qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on utilise au laboratoire. Et effectivement, cette transposition peut aussi réserver certaines surprises. Je suis passée par là, donc je sais bien. Très bien. Surtout quand on a des formes galéniques un peu spécifiques qui sont coulées à chaud comme un stick que tu as pu développer. Ça fait partie des produits qui sont un petit peu plus sensibles à la transposition, effectivement. Et oui, parce qu'on a un changement d'état. On passe sur un produit qui avec une formule qui va être coulée chaudement, à chaud, c'est ce qu'on explique, et après qui va avoir une phase qui va être de refroidissement, qui va être assez forte pour qu'on ait un choc thermique pour figer la solution finale, en fait. Exactement. Mais des fois, ça ne prend pas forcément comme on a envie que ça prenne, et on a pas mal de petits couacs qu'on essaie de réadapter, d'ajuster au final, en fait, avec on ajuste les modes opératoires, les températures qui peuvent être un petit peu différentes, les spécifications aussi des produits en termes de viscosité. Donc, c'est pas le cas d'un cycle, mais pour certains produits, effectivement, ce sont des paramètres qui sont ajustés au moment de la fabrication, des premières fabrications à l'échelle industrielle.
Effectivement. Mais c'est vrai que quand au départ, on n'a pas forcément conscience de toutes ces étapes parce que quand on est on va juste acheter son produit dans le commerce, on se dit waouh, c'est bon, j'ai ma crème. En fait, on se rend pas compte de toutes ces étapes qui sont extrêmement, c'est très long, c'est très. Quand on est décisionnaire de tout, on se rend pas forcément compte de toutes ces étapes, de prise de décision, de changement, d'ajustation, de réadaptation. Et en fait, c'est vrai que à partir de là, on a vraiment un produit fini qui est complet. Et c'est vrai que on se rend pas compte, ça c'est sûr. Les coulisses sont souvent inconnues, c'est vrai. Par rapport à l'alimentaire, par exemple, moi je me disais mais c'est quand même incroyable pour développer un produit qu'on va mettre sur le marché et qu'on va manger. On a 10 fois moins de normes que par rapport à un produit qu'on va développer en cosmétique. On mettra jamais 1 an et demi pour lancer, un gâteau au chocolat qu'on va vendre en pâtisserie. Alors que une crème de cosmétique qu'on va simplement appliquer sur le visage. Alors bien évidemment, c'est sûr que je trouve que c'est très bien que ce soit très encadré, très normé, parce que je pense qu'il peut avoir très vite des dérives, et il y en a eu quand même. Il y en a eu, bien sûr. Mais par rapport au temps que ça prend versus quelque chose qu'on ingère, moi je trouvais ça complètement fou en fait quand j'étais dedans, quoi. C'est ça, mais c'est exactement le retour que j'ai souvent, en tout cas de porteurs de projets qui connaissent pas ou qui ont pu voir d'autres domaines. Ouais. La réglementation européenne est très très stricte, très complète. Elle évolue aussi beaucoup, ce qui est très bien parce il y a sans cesse des mises à jour. Mais elle impose d'un pays à un autre, mais elle impose énormément de choses. Et les tests dont on a parlé sont des prérequis pour mettre sur le marché un produit cosmétique. Ouais. Mais c'est rassurant, je trouve aussi que... Oui, c'est sûr que, surtout en tant que maman avec un enfant, j'ai envie de pouvoir savoir quel type de crème on va appliquer, surtout sur des peaux atopiques. C'est sûr que c'est quand même beaucoup plus rassurant de pouvoir avoir cette charte-là au niveau cosmétique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as en ce moment, que tu as, ça peut être, sur un ingrédient que tu as envie de nous parler, ça peut être sur une fonction, ça peut être, alors si c'est pas trop confidentiel, bien sûr. Oui, en phase du développement, ça l'est toujours un petit peu. Finalement, on communique pas trop sur le laboratoire. Tu as eu qui sont déjà lancés. Ça, c'est moi, c'est ce que je préfère aussi, c'est que mes clients sont tous dans des domaines, dans la cosmétique, mais en tout cas sur des cibles très différentes. J'ai travaillé sur des produits bébés, sur du soin, sur du capillaire, sur du solaire aussi. Donc, on est sur des enjeux qui sont complètement différents, avec toujours quand même l'innovation, la naturalité au cœur, et puis la performance. Donc, le sujet solaire est un sujet qui revient beaucoup dans des galéniques type stick. On en parle. J'ai des projets en cours et c'est intéressant parce que l'enjeu, c'est quand même d'allier la performance inévitable à une sensorialité qui est importante, parce que l'idée, c'est de donner envie aux consommateurs d'appliquer un produit solaire, parce que c'est important. Et derrière, d'assurer quand même une protection. Il y a ça, on rajoute les enjeux environnementaux qu'on n'avait pas il y a quelques années sur le solaire, mais qui maintenant est tout aussi indispensable de dire ok, je me protège, mais j'ai aussi envie que c'est pas un impact négatif sur les océans et nous ici sur notre magnifique lac. Donc voilà, c'est un critère important où là il y a vraiment une notion de performance et en tout cas le critère environnemental est aussi important. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et après je travaille aussi sur des projets, tu parlais tout à l'heure de médecins, donc un petit peu plus, je rentrerai pas plus dans le détail, mais en tout cas, qui sont des nouveaux clients qui aussi, eux, ont détecté un besoin vraiment chez leurs patients avec des spécificités. Pour autant, on reste dans la cosmétique parce que l'idée, c'est que aussi les patientes puissent continuer à prendre plaisir à appliquer un produit sans voir ça comme un traitement.
Donc la partie sensorialité, plaisir, tout en traitant quand même quelque chose qui est dérangeant pour elle à un niveau physique. Voilà. Donc et ça me parle. Je trouve que ça a du sens. Et bien sûr, dedans, on intègre aussi le fait d'aller sourcer des ingrédients dont on a parlé, plus responsables, d'avoir une formule avec naturalité, performance. Mais voilà, j'aime bien cette façon de voir la cosmétique, de traiter un besoin qui est un petit peu frontière. On reste bien dans la cosmétique. Hein. L'idée n'est pas d'avoir des allégations médicales, mais en tout cas, on apporte des solutions. Un petit peu plus sur d'autres critères que simplement de l'hydratation, quoi. Exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, si tu as un site internet, si tu as tes réseaux sociaux, ton LinkedIn, ton adresse mail. Comment on fait pour te contacter? Oui, alors j'ai un site internet, qui a le mérite d'exister en tout cas, mais on peut m'y retrouver. Il y a un formulaire de contact, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail sur ce site. Le site c'est cosmetal.fr, tout simplement. Et puis sur les réseaux, principalement un LinkedIn le mien personnellement, Virginie Plus. Il y a la page Cosmetal. J'avoue ne pas être la plus active dessus, mais en tout cas via ce réseau on peut me retrouver, ou en tout cas je partage le maximum d'informations et on peut me contacter également. Super. En tout cas, merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous ce midi. En tout cas, nous et moi-même, je vous souhaite surtout un très bon début d'année. Et je vous dis à très vite sur la parenthèse beauté et sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac vous adresse ses meilleurs vœux pour 2026. Une année locale, humaine et pleine de belles ondes à partager.